Aujourd'hui, au micro, coordonné par Alain Capdegel, Marité Laclaverie, dans le cadre de Livres et Partage, ont invité Bernard Bessou, qui va nous parler du livre de Blandine de Caunes, La mère morte, paru aux éditions Stock. Avant de nous plonger dans le sujet qui nous concerne, permettez-moi de vous présenter Bernard Bessou. Vous êtes né à Béziers, puis vous avez un parcours de travail qui vous a amené sur plusieurs terrains de la France. Amoureux de l'Ariège aussi, vous êtes venu à Tarbes dans les années 80. Vous avez partagé votre vie professionnelle entre les fonctions de contrôleur des impôts et de directeur du cabinet du maire de Tarbes, Raymond Erassaré, qui a eu 3 mandats dans les années 1983 jusqu'à 2001. C'est ça. Vous êtes aussi président d'association d'insertion. Je ne le suis plus. Vous avez milité et travaillé pour l'inclusion, par l'emploi des personnes exclues du monde du travail. Oui. Vous avez aussi publié un très beau livre, Parcours pour demain, avec les Tarbais et les Bigourdans, avec les préfaces de Jean Glavany et de Michel Pellieu aux éditions Kern. Un beau parcours d'homme que le vôtre, monsieur Bernard Bessou. Merci. Aujourd'hui, le sujet de notre entretien va concerner un livre que vous avez beaucoup aimé, qui vous a beaucoup touché surtout, et que vous allez nous faire partager. Celui de Blandine de Caunes, La mère morte. Vous rencontrez l'auteur lors du festival du journal intime à Saint-Gildas-de-Rhuys en Bretagne, accompagné de votre épouse. Blandine de Caunes anime une conférence débat auquel vous participez. Elle vous dédicace son livre « La mère morte ». Alors Blandine de Caunes est la fille de Georges de Caunes, qui est pionnier de la télévision, où il participe à la création du journal télévisé dans les années 1960. Voilà, c'est ça. La mère de Blandine est l'écrivaine bien connue, Benoît Groult, qui écrit dans les magazines. D'abord, elle a été professeure de lettres latin-grec. Ensuite, elle va écrire dans les magazines Elle, Parents, Marie-Claire, oui, avant de se lancer dans la scène littéraire, où elle publie en 1972 son premier ouvrage, La part des choses. Mais son livre, en 1975, Ainsi soit-elle, fut un ouvrage fondateur pour le féminisme du XXe siècle. Benoît Groult a 2 enfants avec Georges de Caunes, Blandine et Lison. Ensuite, Georges de Caunes, par son métier, va beaucoup voyager, il est absent. Et elle va se consoler avec le parrain de sa fille. Et elle va divorcer pour épouser Paul Guimard. Qui est Paul Guimard, monsieur Bernard Bessou ? Paul Guimard est un écrivain. C'est un marin, c'est un écrivain. C'est un homme, je ne l'ai pas connu. Des amis l'ont connu, notamment mon ami Jean Glavany l'a connu. D'après la description que j'ai lue, qui m'en a faite plutôt, c'était un homme extraordinaire, très attachant, et c'était un homme d'une lucidité incroyable, qui aimait la vie, qui aimait la mer, et qui a beaucoup aimé ses 2 filles, Lison et Blandine, qui l'ont reconnu, enfin qui le reconnaissent comme leur père vraiment référent, véritable. Absolument. Voilà. Il a eu aussi une fille, Constance, avec... Oui, c'est leur 3e fille, la fille qu'il a eue avec Benoît Groult. Benoît. Oui. Paul Guimard, si je me souviens bien, a écrit aussi un livre qui a donné sujet à un film. Oui. Voilà. Les choses de la vie. Les choses de la vie. Alors, les choses de la vie qui est mise en scène par Claude Sautet. Absolument. Et jouée admirablement par Piccoli. Et Romy Schneider. Que j'ai revu dernièrement, et par Romy Schneider. Et... En fin de compte, si on regarde bien, je l'ai revu il y a quelques mois de cela, ce film, quelque part, dans ce que dit, lorsqu'il est dans le fossé, Michel Piccoli. C'est un peu... On en parlera. C'est un peu ce que pense, c'est un peu la pensée de Paul Guimard. Oui. Vous me disiez aussi qu'il était poète. Ah oui, Paul Guimard était poète, j'étais surpris. Et j'ai découvert le poète qui était Paul Guimard à la lecture du journal amoureux qui a été publié il y a quelques mois, qui est préfacé par Blandine, et qui est un journal, un échange de courriers entre Benoît et Paul,
entre 1951 et 1953. Et il y a un certain nombre de textes qui sont des poèmes de Paul Guimard et qui sont savoureux, très bien écrits. On peut le trouver, ce livre, il était aux éditions Stock. Oui, aux éditions Stock. Et je pense qu'il a été publié, vous l'avez à la fin... En 2021. En 2021, en tout début d'année. Très récent. Voilà. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien sûr le livre de Blandine Decaune, Oui. que vous avez rencontré. Oui. Et ce livre vous a beaucoup touché. Oui, ce livre... Alors d'abord, la rencontre m'a beaucoup touché. Bon, et d'ailleurs, vous avez vu la préface, la dédicace plutôt qu'elle nous a faite. La mère morte, oui, mais la vie est plus forte que la mort. Et en fin de compte, ce livre, c'est la dialectique entre la vie et la mort. Mais surtout, cette femme qui est une femme instruite, qui a écrit de nombreux livres, on pourra les citer tout à l'heure, mais elle est à l'approche de sa fin de vie, mais pas commune, parce qu'elle va avoir la maladie d'Alzheimer. Oui. Et Flora a eu aussi, sa sœur, la maladie d'Alzheimer, Tout à fait. et sa mère aussi. Et sa mère aussi, oui. Et un jour, elle dit, surtout que je ne pourrais pas avoir cette maladie, c'est impossible, sinon vous mettez un poison dans mon verre de vin. Elle le dit à un moment donné. Oui, elle le dit. Et pourtant, alors au début, elle perd ses lunettes, son portable, on oublie sur le feu, le lait qui bout, un peu comme ça nous arrive à nous. Oui. Mais le cheminement... Le cheminement, c'est la pente savonneuse sur laquelle on glisse inexorablement. Oui. Et la question qu'a dû se poser Blandine, parce que je n'ai pas discuté trop longtemps, nous n'avons pas discuté trop longtemps avec elle, mais la discussion, la réflexion qu'elle a dû se poser, et que tout le monde se pose à l'égard de cette maladie, n'y a-t-il pas, au cours de son développement, des espaces éphémères de clarté? Oui. Et c'est là que ça rend le rapport à la vie et à la mort difficile. Parce que je relis encore ce que dit Benoît. Benoît dit deux choses. Elle dit, tant que je saurai demeurer, tant que je serai accueilli par le sourire, etc., la mort pourra rester à sa place. Mais elle dit aussi, je me respecte trop pour subsister au rabais. Ce qui veut dire que le moment de bascule est très difficile et très personnel. Et c'est encore plus difficile lorsqu'il ne vous appartient plus. Lorsque ce pouvoir est délégué tacitement à une personne qui vous est chère. En l'occurrence, à Blandine et à Lison. C'est un sujet très difficile. C'est un sujet qui tombe, justement, cet entretien tombe après nommé parce que il y a une discussion, il y a un projet, une proposition de loi qui devrait être examinée au Parlement et qui ne l'est pas pour le moment, sur le droit à mourir dans la dignité. Mais parlons un petit peu de ce cheminement de la maladie d'Alzheimer, parce qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'aperçoit pas tellement qu'elle va vers cette descente. Elle accueille encore des gens, elle signe même des livres, elle veut conduire sa voiture. Et quand un voisin vient la voir, parce qu'on lui empêche de conduire, on l'empêche de conduire, on lui a pris les clés, vous savez, un voisin qui est ami aussi, et quand elle reçoit cet ami, qui lui demande « Mais tu conduis encore, Blandine ?» Elle lui dit « Mais bien sûr !» Et alors avec une assurance. Et quand il repart, cet ami, elle dit à sa fille « Merci de ne m'avoir pas dénoncé. » Donc elle veut, elle sent qu'elle va vers cette dépossession de l'image, parce que elle est dépossédée de l'image du passé, du présent. Elle se rend un peu compte, mais en même temps, elle refuse. Vous savez, j'ai un de mes amis qui était atteint de cette maladie-là. Et c'était extraordinaire. Quand j'allais le voir, jusque 2-3 mois avant son décès,
il jouait au mot croisé. Il faisait des mots croisés. Il était incollable sur les mots croisés. Même à ce moment-là. Même à ce moment-là, incollable sur les mots croisés. Le reste, il regardait un match de rugby, vous lui demandiez après quel match il avait vu, il ne s'en souvenait pas. Mais pour faire les mots croisés, il était excellent. Jusque 6 mois avant la terminaison de sa vie. Où il était là complètement perdu. Oui. Mais c'est ce qu'on sent dans le livre de Blandine de Caunes. Hein. On sent qu'elle veut encore se raccrocher à la vie de sa maman, mais il y a l'inexorable qui arrive, et c'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a un drame qui va se passer aussi, parce qu'elle a une fille unique, Blandine, qui s'appelle Violette, qui lui dit un jour, maman, il faut te faire à l'aider, que ta mère va s'en aller, bon, pour prendre des décisions. Et sa fille Violette, elles s'adorent toutes les deux, mère et fille, malgré quelques petits soucis au moment d'adolescence qu'on a tous. Et cette fille va avoir un accident de voiture. Oui, elle a un accident de voiture. Et elle va mourir, elle meurt. Elle meurt pour un chauffeur qui emprunte l'autoroute à contresens. C'est terrible. Oui. Et Violette décède. Mais on peut se poser la question, et je me pose la question, y a-t-il un ordre naturel des choses? Parce qu'on dit, une personne âgée qui décède, un parent qui décède, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ce qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses, c'est la mort de l'enfant. Ouais. Mais comment peut-on décréter l'ordre naturel des choses? Y a-t-il vraiment un ordre naturel des choses? Non. Elle dit, alors bien sûr, il y a la brutale et violente disparition de Violette, sa fille unique qui meurt 2 mois avant sa mère. Une tragédie pour notre auteure qui est brisée, anéantie. Elle dit, page 224, « Pour la première fois de ma vie, je ressens dans mon corps la justesse de certaines expressions comme être en miettes, être en 1000 morceaux. » C'est une femme qui va être brisée complètement. Elle s'enterre, on peut dire, chez elle. Hein. Elle veut revoir personne. Blandine, qui est pourtant une femme énergique, on le ressent tout au long de son existence. Mais heureusement, il y aura sa famille qui est proche d'elle. Et puis surtout la petite fille de Violette, Zélie, qui va lui redonner un petit peu le goût de vivre. On sait quand on perd un enfant qu'on s'en remettra jamais. On continuera à vivre, mais il y aura cette horreur. Elle dira aussi, après la mort de sa mère, mais elle a perdu le 1er avril sa fille unique et le 20 juin sa mère. Et elle dit « Maman est un mot qui a disparu de ma vie. Je ne le dirai plus, je ne l'entendrai plus. » Donc, la question de la mort de la fille avant celle de sa mère n'est-elle pas un dilemme pour Blandine de choix impossible? Oui, c'est un dilemme. Blandine traverse plusieurs souffrances, Blandine et Lison, mais parlons de Blandine puisque c'est elle qui a écrit ce livre. Oui. Mais on sent à travers son écrit et à travers ce qu'elle a exposé lors de la conférence, ses souffrances, pas sa souffrance, ses souffrances. Sa souffrance, une souffrance de voir sa mère dans cet état. Ce dilemme du basculement, qu'est-ce que je dois faire? Maman ne souhaitait pas vivre au rabais. Mais quand dois-je intervenir? Et puis flac, flamme, le télescopage brutal, violent de sa fille qui meurt. Et à un moment donné, on revient à Camus, le sens de la vie, l'absurdité de la vie. Absolument. Et je crois que vous avez bien fait de le rappeler. C'est sa petite fille, Zélie. Et d'ailleurs, tout le dernier chapitre de ce livre est consacré à ses rapports avec Zélie. Qui ne sont pas toujours faciles. Parce que cette petite lui dit, mais tu es là et maman est morte, pourquoi tu es là, maman? Oui. C'est difficile pour Blandine de répondre. Alors on devrait aussi rappeler sa sœur Lison, parce que quand même elle est très importante dans sa vie. Elles s'entendent bien, elles font le relais tous les week-ends pour aller voir leur maman. Et puis,
la question de la mort de la fille avant celle de la mère, alors j'ai dit tout à l'heure, n'était pas un dilemme pour Blandine. Et la disparition de Violette précipite-t-elle pas la décision de Blandine et de Lison de décider, d'anticiper de la mort de Benoît, leur maman? Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Bessou? Je ne sais pas. Mais vous savez, vous avez lu ce livre, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le basculement s'est opéré et l'état, la santé de Benoît Groult fait tellement souffrir que la vie devient tellement absurde qu'il n'y a plus ce que Benoît Groult disait dans son livre. Elle ne voit plus son jardin sourire. Elle ne voit plus le sourire de ses enfants qui la ramènent à l'amour familial. Elle ne voit plus tout ça. Elle ne sent plus la douce amertume de la mère. Elle ne voit plus tout ça. Et vous savez, on est amené à s'interroger. Moi, je me suis interrogé à partir de cela et des gens que j'ai vus. À partir de quel moment vous pouvez décider que le sourire de votre épouse, de votre fille, de votre enfant, de votre petit-fils qui rentre dans votre chambre, qui ne vous touche plus, que vous ne ressentez plus. Ah oui. À ce moment-là, pardonnez l'expression, on tire l'échelle. Mais elle se On rend tire pas... l'échelle parce que... Mais, Je pense qu'à ce ou les autres, moment-là... où on tire l'échelle, enfin, ceux qui doivent tirer l'échelle parce qu'ils sont proches de vous et parce qu'ils ont ce devoir et ce contrat avec vous, le font. Mais c'est pour ça que c'est une question très délicate. Très délicate. Benoît, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a quel âge? 96 ans, je crois. Oui. Elle est dans son lit complètement recroquevillée. Elle ne peut plus s'alimenter. Elle est un petit être. Oui, un petit oiseau perdu. Si vous me permettez. Bien sûr. J'ai connu ce cas dans ma famille proche. Mon cousin par alliance part à la retraite en 2003. En 2004, à 61 ans, Alzheimer. C'est jeune. Il a vécu jusqu'à 2003, jusqu'à 2020. Mais il avait commencé par être l'ombre de lui-même, et puis par ne plus vivre. Et ma cousine, son épouse, allait le voir tous les jours. Et le jour où il a disparu, elle s'y attendait. Mais ça a été un déchirement pour elle. Et bien sûr. Donc, ça dépend aussi... Il est mort naturellement. Il est mort naturellement. Sa mort n'a pas été précipitée, voulue, ou voilà. Ça n'a pas été le cas de Benoît. Mais je crois qu'il faut laisser la liberté à chacun. Mais il faut permettre à ceux qui le veulent et qui l'ont inscrit de le faire. Alors, bien entendu, il faut jalonner de conditions, etc. C'est pour ça que c'est délicat. C'est pas une décision facile à prendre. C'est une décision difficile à prendre. Oui. Mais vous savez, là, dans le livre, ils font appel à un médecin, ils ne citent pas le nom, etc. Oui. Belge, un ami de la famille. Un ami de la famille. Parce qu'ils l'ont laissé chez elle. Elles ont voulu que leur mère meure chez elle. Si cela avait été dans un EHPAD, une clinique, c'eût été différent. Oh oui. Il y aurait peut-être eu une sédation lente, un endormissement. Alors, c'est vrai qu'ils vont lui donner la mort, mais elle dit, Blandine, elle nous a donné la vie, on lui a donné la mort. Oui, et elle assiste... C'est une phrase terrible. Oui, elle assiste, terrible. Elle assiste, impuissante, à ce spectacle insoutenable. Une mère qui se meurt de son vivant. Ouais. Ouais.
à réfléchir. C'est pour ça que ça pour ça Elles que avaient ça- déjà fait le deuil réfléchir. blanc, qu'on appelle le deuil blanc de Blanc. leur maman, Oui. puisqu'elles n'avaient plus aucune relation. aucune relation, il n'y avait plus de réponse. Aucune il y avait communication. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Et est-ce que Bernard Bessou vous a-t-elle amené cette lecture à mûrir une réflexion sur la fin de vie? Ah oui, tout à fait. D'abord, parce que je vais atteindre le 4 décembre prochain les 3/4 de siècle. Donc, obligatoirement, je crois qu'il faut y penser sereinement. Il faut y penser sereinement. Ça ne se voit pas, vous êtes bien. Il ne faut pas que ça vous prenne à la tête. Oh non, Euh, mais c'est vrai. mais il faut, et c'est pas facile, hein, c'est pas facile, parce que c'est l'inconnu, c'est... Bon, il se trouve que j'ai une conception agnostique des choses. Donc, comme disait ce matin Axel Kahn, interrogé là-dessus, il disait, après la mort, il n'y a plus rien. Moi, je suis de cet avis. Mais enfin, mais il disait, et ça, je le partage tout à fait. Vous restez dans le souvenir des gens. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui, personnellement, mais de manière générale, ce qui doit nous rassurer, c'est nous sommes voués à disparaître un jour ou l'autre, physiquement, mais nous ne disparaissons pas dans le souvenir que nous laissons auprès de nos enfants, de nos épouses, de nos époux, de nos amis. Et ce souvenir, je crois qu'il doit être cultivé. Moi, je le cultive personnellement. Je vous parlais tout à l'heure de l'Ariège. Oui. Il y a un petit cimetière au Rieu-Prégon, dans la commune de Boussenac. Et 1, 2 ou 3 fois par an, je vais sur la tombe de mes parents. Et je fais le tour des tombes des gens que j'ai connus. Et C'est le poumon de la ville, hein, le cimetière. et je parle. Bien. Et je me souviens. Bon. Et je ne suis pas triste en faisant ça. Ben, vous n'avez pas un visage triste, au contraire. Hein. Vous êtes la joie de vivre. Oui. Alors, on pourrait penser que la lecture de ce livre est emplie de tristesse, mais elle a aussi parfois des accents joyeux, d'espoir, d'humour même, hein, oui. Et d'amour de la vie malgré tout. C'est ce qu'elle dit. Oui, elle relate d'ailleurs quelques moments de la vie dense. Vous qui l'avez rencontré, cette Blandine de Caunes, auteure de ce livre La Mère morte, quelle image avait-elle à la refléter? Quelle image a-t-elle reflété au cours du débat et dans notre discussion? J'ai trouvé, et je l'ai retrouvé plutôt dans la lecture après, j'ai trouvé quelqu'un à la fois qui est toujours marqué par le décès de sa mère et de Violette. C'est indéniable dans son... pas uniquement dans son expression, mais dans son comportement, on trouve quelque chose. Mais en fin de compte, on sent que cette Blandine de Caunes met en œuvre d'une façon plus ou moins volontairement, avec la volonté farouche de dire, c'est ce qu'elle dit dans sa dédicace, la vie triomphe malgré tout. Malgré tout. Oui. Il y a le malgré tout. Bien sûr, il y a le malgré tout. Mais c'est récent quand même, hein, quand elle a écrit ce livre, il n'y a pas longtemps que sa mère et sa fille sont mortes. Tout à fait. Et je pense que c'est la mort de Violette, sa fille, qui l'a plongée dans un désarroi complet. Hein. Elle n'avait que cette fille unique. Alors que Lison a 3 filles, je crois. Oui, c'est ça. Heureusement qu'elle est... Lison était là pendant le débat, elle y a participé, elle était là au débat. Elle était présente. Oui. Elle était là au débat. Bon, je n'ai pas discuté avec Lison, et je pense que peut-être au mois de juin, fin juin, viendront-elles, puisque au Festival du Journal Intime QV 2021, nous aurons la lecture par Rian Ascari d'Aroussin
de ces lettres, de cette correspondance amoureuse entre Paul Guimard et Benoît de Groul entre 1951 et 1953. Ah oui. Mais elle a écrit aussi un livre qu'elle a, je ne me rappelle plus le journal en Irlande. Ah oui, oui. Hein, il me oui, semble, j'ai lu ça. Oui, oui, elle a écrit ce livre. Oui, oui. Et c'est Blandine de Caunes qui a écrit. Non, c'est Benoît. C'est Benoît. Mais c'est Benoît qui l'a écrit et c'est Blandine qui l'a fait rééditer. Voilà, il me semblait. Le journal d'Irlande, c'est ça. Journal d'Irlande, oui. Qui est aussi oui, parce que bon, il y avait hier, il y avait la maison en Bretagne, et puis l'Irlande. L'Irlande, ça c'était Paul Guimard, pêcheur, marin, etc., etc. Plus pêcheur que marin, d'après ce que m'a dit mon ami Jean Lavani, mais enfin, oui. Ouais. Et Paul Guimard est parti avant Benoît de Groul. Oui. Ça a été un déchirement pour elle, parce que je pense que c'était une relation très tendre. Hein. Oui. Et quand elle parle de Paul Guimard, soit disons, soit Blandine, elle dit c'est un référent, c'est notre père. Tout à fait. Tout à fait. Elle le dit à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a le projet de faire quelque chose autour de l'anniversaire de oui. Paul Guimard, pas cette année, mais l'an prochain. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Ah oui, je l'avais marqué. On peut rappeler le livre posthume de sa mère Benoît de Groul, le journal d'Irlande, publié en 2020. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, on peut un peu rappeler les livres de Benoît de Groul. Elle avait écrit avec Flora, sa sœur, en 1958, le journal à 4 mains, qui avait été surtout proposé par Paul Guimard, justement. Au journal à 4 mains. Et alors, l'an dernier, il a été donné des extraits de ces échanges entre les deux sœurs, justement à ce festival. C'était très intéressant. Vous y allez toutes les années à ce festival ? Je n'ai pas. C'est la première fois que j'y allais parce que j'étais retenu les années précédentes, mais cette année j'y retourne. Et ma foi, si l'opportunité ne m'empêche pas d'y aller, les prochaines fois j'irai. Oui. Oui, ça a l'air très intéressant, les choses intimes. Elle avait écrit aussi Le féminin pluriel, Il était deux fois, La part des choses, bien sûr, et puis Ainsi soit-elle, ce livre un peu féministe. Voilà. Eh bien, on ne peut que vous remercier, Merci à vous. Bernard Bessou, de nous avoir fait connaître Blandine de Caunes et son livre, qui est bouleversant et si bien écrit. Alors, on vous dit peut-être à bientôt pour une autre présentation. Oui, voilà, je suis en train de... Alors, j'ai lu le journal amoureux de Blandine, enfin, préfacé par Blandine, mais ce sont les correspondances entre Paul Guimard et Benoît de Groul. Oui. J'ai pas fait encore, je pense pas avoir fait de notes de lecture, peut-être en ai-je fait, je me souviens plus très bien, je lis tellement, je fais tellement de notes que je ne m'en souviens même pas obligatoirement. Et puis j'ai d'autres lectures, là, alors, un autre versus, je suis en train de lire Oui. la vie de Georges Clemenceau par Michel Vinocq. Absolument, oui. Par Michel Vinocq. Parce que j'ai eu envie... Alors, autant je connais bien la vie de Jaurès, les écrits de Jaurès, etc., autant je connais moins bien, nettement moins bien, Clemenceau, Clemenceau. Qui est un livre qui est sorti cette année. Et alors, j'ai appris, figurez-vous, que Clemenceau était un helléniste éminent. Je ne le savais pas. Oui. Et il a cité une phrase de Ferdinand Foch. Ferdinand Foch disant « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, un homme sans mémoire est un homme sans vie. » C'est très beau. C'est exact. Eh bien, nous allons finir cet entretien sur cette belle citation. Merci encore beaucoup, Bernard Bessou. Merci à vous. Et peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt, oui.